Bonjour à tous. Alors, cette vidéo va concerner... Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, elle va concerner l'expatriation, plus particulièrement aux États-Unis. Je m'appelle Aurore, je vis aux États-Unis depuis maintenant un peu plus de 3 ans. À l'origine, je suis partie avec mon mari pour... À l'origine, on est parti en fait pour 1 an et ça s'est éternisé un peu plus que prévu. Ça fait 3 ans qu'on est là, on est dans le processus pour avoir la green card, donc la résidence. Et donc cette vidéo va être sur ce que l'expatriation aux États-Unis coûte vraiment. Et je vais donner quelques conseils sur ce qu'on a mal fait et qu'on aurait pu mieux faire. Alors au cas où ça peut intéresser certaines personnes qui sont sur le point de s'expatrier, même ailleurs qu'aux États-Unis, certains conseils vont concerner vraiment l'expatriation en général, surtout dans les pays où la devise est différente et que du coup avec les banques ça crée quelques frais qu'on peut contourner assez facilement. Je vais y venir. Donc l'expatriation aux États-Unis, premier frais, celui auquel on s'attend évidemment, c'est les frais de visa. Donc mon mari, il a trouvé un travail dans une université à Miami et le visa qu'on lui proposait était le visa J1. Visa J1 qu'il a toujours à l'heure actuelle, en attendant la green card, on est toujours sous ce visa-là. 160 $ de frais de visa chacun, 180 seulement pour mon mari le J1 de frais de sévice, donc c'est 500 $ de frais de visa. Donc jusque là, pas de grosse surprise. On sait qu'un visa ça coûte de l'argent, on s'attendait peut-être même à payer davantage. 500 $ c'est pas extrême pour un visa qui va te permettre de partir vivre à l'étranger et de vivre cette expérience, c'est vraiment intéressant. La mauvaise surprise, ça a été l'assurance santé. Alors on savait que l'assurance santé aux États-Unis était forcément plus chère, c'est pas du tout le même système qu'en France. C'est un gros point négatif en termes de coûts. Et actuellement, on paye 500 $ pour deux par mois. Certains payent encore plus cher que ça. Et pour obtenir notre visa, on a été obligé de régler l'année entière à l'avance. C'était imposé par l'université de payer l'année entière à l'avance. Donc ça a fait 6 000 $ de frais d'assurance santé. Donc on est à 6 500 $ visa et assurance santé pour le moment. Mais c'est pas tout, évidemment. Vient le jour où on arrive à Miami avec nos 2 valises, j'y reviendrai plus tard, nos 2 valises et nos ordinateurs, c'est tout ce qu'on a pris. Et bien sûr, il a fallu se loger. On est arrivé le 16 décembre et j'ai trouvé un logement assez rapidement en passant par des sites internet. Je sais même plus lequel exactement. Je crois que c'était apartments.com. Mais il y en a d'autres dans ce même genre. Donc on est passé par une agence entre guillemets. On vit en fait dans une communauté aux États-Unis. On a un logement qui est dans les prix dans lesquels on pouvait s'attendre. Mon mari s'est renseigné à l'université à laquelle il travaille, avec les étudiants avec lesquels il travaille pour leur demander si le prix leur semblait convenable parce que tout ce qu'on trouvait c'était minimum 1 500 $ pour un appartement, une chambre. Alors une chambre, 1 500 $, on peut se dire que bon, ça reste quand même Miami, c'est une grande ville et les superficies sont pas les mêmes ici. Dans, je crois, 80 mètres carrés avec un appartement, une seule chambre, mais bon, on a un dressing, on a une piscine à partager évidemment avec les membres de la communauté. On a un garde qui est là 24 heures sur 24 à l'entrée de la communauté. J'y reviendrai sur la communauté, sur le logement, j'y reviendrai dans une vidéo à part entière. Mais du coup 1 500 $ pour tout ce que ça nous offre, ça va. Le problème, c'est que pour obtenir le logement, il faut avoir un bon credit score. Tu veux pas que ta caution soit trop élevée. Le fait qu'on n'a aucun credit score, donc le credit score c'est pareil, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui suit les Américains, qui en gros te prévient les institutions financières ou peu importe qui, si tu es un mauvais payeur ou un bon payeur. Le fait est que notre credit score était inexistant, puisque c'est la première fois qu'on venait vivre aux États-Unis. On a dû donner en tout 3 550, qui représente 2 mois de loyer et environ 500 de frais de dossier à purement parler, et que ça on ne récupérera jamais. J'ai donné aussi 550 pour en gros du 21 au 31 décembre, le petit laps de temps du mois de décembre sur lesquels on était supposé vivre dans l'appartement, sauf qu'au final on n'a pas pu vivre à partir du 21 décembre dans l'appartement, puisque ici, il demandait ce qu'on appelle un money order ou un cashier check, chose qu'on ne peut demander uniquement
si on a les fonds sur le compte bancaire américain, ce qui n'était pas le cas parce que l'argent français a mis beaucoup de temps à arriver. Ça a semblé beaucoup parce que l'hôtel ici c'est en moyenne 100 $ la nuit. On a dû passer environ 8 nuits à l'hôtel et on aurait pu passer seulement environ 4 nuits si notre argent français était arrivé à temps sur le compte bancaire américain pour qu'on puisse régler tout ce que l'appartement demandait. Donc c'était signé à partir du 21, mais on ne l'a pas eu le 21, on l'a eu seulement 4 ou 5 jours après ça. Et d'ailleurs l'hôtel on a payé 800 à 1000 $, disons 800, parce que comme je disais, environ 100 $ la nuit. Donc voilà. On payait avec Expedia.fr pour pouvoir payer avec notre argent français, parce qu'évidemment on était venu avec un peu de cash, dollars américains, mais clairement pas suffisamment comparativement à toutes les dépenses qu'on avait ici. Il fallait bien évidemment qu'on mange aussi, et dans un hôtel, à part manger à l'extérieur, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Donc on avait vraiment hâte d'avoir l'appartement pour arrêter d'avoir autant de frais, tout simplement. Que donc je regrette énormément de ne pas avoir fait. Ça concerne les transferts de notre argent français aux États-Unis. On a fait ça de notre banque française qui prend environ 40 à 50 € de frais à chaque transfert, jusqu'à notre banque américaine qui elle prend encore une fois 30 à 40 $ de frais quand l'argent arrive, sans compter le délai qui a pris du coup plus d'une semaine pour pouvoir transférer cet argent. Et d'ailleurs, le seul moyen de pouvoir le transférer était d'avoir déjà ouvert le compte bancaire ici, donc c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire en avance. Sauf si, en arrivant, on avait tout simplement ouvert le compte bancaire, ouvert le PayPal américain, et on aurait tout simplement pu transférer de notre compte PayPal français l'argent via PayPal, et là, on n'aurait pas eu de frais. Et ça se fait instantanément. Maintenant, c'est ce qu'on fait parce que, par exemple, on a vendu nos meubles français, nos voitures, enfin, nos parents se sont occupés de ça pour nous, nous ont transféré l'argent qui nous revient donc par PayPal. C'est arrivé tout de suite, et quand ça arrive sur le compte PayPal, pour le mettre sur ton compte bancaire américain, c'est soit instantané pour quelque chose comme 1 $, ou alors ça prend une journée et c'est gratuit. Et sachant que pour nos parents, pour faire le transfert, c'était quelque chose comme frais de 2,50 $ ou 2,50 €, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça, vraiment très peu comparativement à ce que les banques proposent. Donc PayPal, c'est vraiment la meilleure solution. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Ensuite, il y a eu le problème de la voiture. On a dû louer une voiture pendant environ 3 semaines. 250 $ la semaine pendant 3 semaines. Le temps de trouver une voiture. On a fait les dealerships qui vendent des voitures d'occasion, mais rajouté aux taxes et le prix qu'ils prennent, c'était quand même assez élevé pour une voiture d'occasion avec beaucoup de kilomètres. Craigslist, ça proposait des prix vraiment plus intéressants, souvent avec des particuliers, mais pas toujours, parfois des dealerships aussi. Et on a fini par aller voir des voitures de Craigslist. Alors parfois, oui, c'était un petit peu... ça laissait à désirer. Et d'ailleurs, encore une fois, on se retrouvait sans voiture parce que on savait que la voiture n'allait pas tenir beaucoup. Et ici, aucune garantie. T'achètes une voiture d'occasion, si le lendemain elle a un problème de moteur et qu'elle est bonne pour la casse, il n'y a aucune assurance, rien du tout. Donc en fait, vaut mieux être sûr de ce que t'achètes. On a fini par trouver une Nissan Altima de 2005 avec quelque chose comme 130 000 miles au compteur, donc c'est beaucoup. Mais pour une voiture américaine d'occasion, on nous a dit que c'était pas tant. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans qu'on est là. On n'a pas eu de réparation majeure et elle est toujours opérationnelle. Donc certes, elle est un peu vieille, mais elle est opérationnelle, elle roule et elle nous a coûté 2000 $. Alors pour la voiture, attention, les taxes s'ajoutent au moment de payer, donc tout est hors taxe, tous les prix, même pour une voiture. On a payé 140 de sales tax et on a payé, ce sont les frais pour transférer la voiture d'un propriétaire à un autre et pour la plaque, ce genre de choses, 480, ça fait un total de 2620 pour la voiture. Mais avant ça, on a payé environ 750 $ de location de voiture. Alors je pense encore une fois qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu utiliser Uber. Alors, on se déplaçait beaucoup, donc au final, dans notre cas, je sais pas si Uber aurait été vraiment énormément moins cher. Je sais pas si ça aurait fait une différence vraiment énorme. Mais c'est bon à savoir, quand tu arrives dans un pays qui a cette application et qui est bien plus développé qu'en France, il faut vraiment l'utiliser, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va en venir aux meubles, puisqu'une fois qu'on a eu l'appartement, il a fallu se meubler. Alors, c'est une communauté qui a déjà la cuisine équipée avec le four, le frigo, le micro-ondes même, et pareil pour la machine à laver.
On a une pièce avec des machines à laver et des sèche-linges qui sont utilisables contre 1,75 $ de frais par utilisation. Donc il n'y a même pas la possibilité d'ailleurs de mettre une machine à laver dans l'appartement, ce qui nous arrange en quelque sorte parce que l'électroménager ici c'est pas non plus donné. Et les meubles, encore une fois, énorme conseil pour les gens qui partent à l'étranger, surtout sur le continent américain, parce que je sais que... Donc certains payent pour faire transporter leurs meubles de France par bateau, mais ça met du temps. Alors parfois, un mois après, voire même 2 mois après, t'as toujours pas tes meubles, donc en gros, va quand même falloir te meubler en attendant. Donc tu payes une somme exorbitante, parce que je crois que c'est quelque chose comme environ 5 000 $ pour faire transporter tes meubles par bateau. Donc si t'as des meubles de valeur extrême et que tu comptes vraiment t'installer pour toujours, c'est quelque chose que tu peux considérer, mais nous, nos meubles, c'était Ikea, Conforama, les premiers prix, on n'avait rien d'extravagant. Nos parents ont tout revendu récemment et on a récupéré à peu près 1 000 $ pour nos meubles français. Et pour se remeubler ici, à l'origine, on a payé 1 500 $ de meubles Ikea. Et par là, je comprends tout, hein. Table de chevet, le lit, le matelas, le canapé, la table, les chaises... Sans compter évidemment l'électroménager qui était déjà dans l'appartement, heureusement, parce que c'est ce qui aurait coûté vraiment plus cher. Mais ce meublé, c'est pas si cher. J'ai préféré payer 1 500 $ que de faire venir les meubles qu'on avait en France pour 4 ou 5 000 $ et se retrouver sans meubles pendant quelques mois à devoir de toute façon tout racheter. Donc vraiment gros conseil, faites ça. Si on fait le calcul de tout ce que je vous ai cité précédemment, on arrive à un grand total de 16 270. 16 270, c'est ce que nous a coûté l'expatriation aux États-Unis. Et c'est la somme à laquelle je pense qu'il faut vous attendre si vous comptez vous expatrier, en tout cas aux États-Unis. Sachant que sur cette somme, il y a quand même 6 000 pour l'assurance santé. Voilà. Donc après, évidemment, quand tu t'expatries aux États-Unis, pour obtenir ce genre de visa, c'est que le salaire va quand même être avantageux. Donc c'est un investissement. Parce que 16 000 sur de l'argent français, avec un salaire français basique qu'on avait avant de partir, ça représente quand même une somme. Donc c'est un investissement, mais c'est un retour sur investissement qui vient assez rapidement. Du fait des salaires américains qui sont quand même prévus pour être apte à payer par exemple l'assurance santé à 500 par mois pour un couple. Voilà, j'espère que ça va vous être utile. J'espère que ça vous a intéressé et il y aura d'autres vidéos à venir très très prochainement. Donc bonne journée à tout le monde, que vous fassiez aujourd'hui, travail ou si c'est l'heure d'aller dormir, et bien bonne nuit. Bye bye.